L'instant Lovecraft, le 49. Je voudrais qu'on reprenne notre machine à voyager dans le temps et qu'on se rende première semaine de juillet 1932. Vous savez qu'en 1926, Lovecraft quitte New York, où il vient de résider quasiment 1 an et demi, revient à Providence, se sépare de Sonia et s'installe Barnes Street, tout en haut de la vieille colline universitaire, dans une maison qui maintenant toujours sert de logement comme ça, collectif pour étudiants ou gens pas très fortunés. Et juste à côté de lui, au premier étage, il y a la chambre de sa tante Lillian, cette vieille dame maintenant, mais qui, toute la période de New York, a été sa plus proche, la correspondante, mais celle aussi qui gère ses affaires, lui transfère le courrier. C'est une relation quand même très forte. J'ouvre les lettres à Robert Barlow, vous savez, ce jeune type qui, à l'époque, à 15-16 ans, Lovecraft appelle toujours Dear Mr. Barlow, et ils vont se rencontrer pour la première fois dans le Sud, et 2 fois plus tard, Lovecraft ira séjourner 3 mois ou 4 mois en Floride chez Barlow. Là, on a tout d'un coup, le 1er juin, enfin début juin de cette année 1932, un autre Lovecraft qui survit. Il est parti faire son voyage dans le Sud. Il lui écrit de New Orleans, la Nouvelle-Orléans. Il lui raconte comment il a traversé Shenandoah Valley, qu'il a traversé le Tennessee, vu le Mississippi, Old Father Mississippi. Mais Lovecraft, il y a toujours ce mystère comme ça, que si c'est le long de la côte Est, les distances lui font pas peur. Et il parle, here for over a week, then Mobile, Alabama. C'est-à-dire qu'il reste 1 semaine à New Orleans. D'ailleurs, vous savez, dans l'appel de Cthulhu, il y a tous ces marais comme ça, ou avec ces cérémonies secrètes qui... Donc c'est pour lui un paysage aussi lié à la fiction. Et il s'en va à Mobile, Alabama. Et là, pour moi, c'est une drôle de petite jonction avec l'univers de Bob Dylan. Vous savez, Stuck around in Mobile with Memphis Blues again. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'après, plus rien jusqu'en juillet 1932, il lui raconte toujours qu'il est passé donc à Mobile, qu'il est revenu par Montgomery, Richmond, Washington, enfin Philadelphie. Chaque fois, il y a les traces d'Edgar Poe. Et ce Lovecraft mobile, itinérant, qui dort comme ça dans les autobus pour éviter les chambres d'hôtel, vous voyez, ça aussi, ça ferait un livre. Chaque fois que je mets le nez dans Lovecraft, j'ai l'impression de 1000 livres potentiellement infinis à écrire. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans ces trucs ? Tiens, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? On va continuer ce truc-là. Et puis après, rien entre le 1er juillet et 10 juillet. 1er juillet, il est où ? Donc il est remonté de Nouvelle-Orléans et Mobile tout au long de la côte Est jusqu'à New York. À New York, il est chez Samuel Loveman, aussi un proche très important, et donc il est revenu dans son Brooklyn. Lui qui avait fui à New York, il y a à nouveau un séjour à Brooklyn, quand le rejoint un télégramme de la tante Annie. Et ce qui est surprenant, c'est que dans la lettre à Barlow du 10 juillet, il y a juste 4 lignes au début. My trip ended in... Mon voyage s'est fini dans quelque chose d'une façon plutôt mélancolique, parce que à Brooklyn, on m'a rappelé à la maison. Un télégramme m'a rappelé à la maison, m'annonçant la maladie fatale de ma plus vieille tante, depuis longtemps demi-invalide. Sa mort est survenue il y a 1 semaine. La peine et le chagrin sont encore comme une ombre profonde à l'intérieur sur toute la famille, qui maintenant ne consiste plus qu'en la tante plus jeune et moi-même. Et puis ensuite, ça y est, il parle d'autre chose. Ça, c'est Barlow. Maintenant, si je prends l'autre correspondant, August Derleth, vous savez, Derleth qui vit loin dans un autre côté, à Madison, dans le Wisconsin. À Derleth, donc on est toujours le même jour, 10 juillet 1932, et la lettre aussi est extrêmement courte par rapport aux 2 tomes comme ça de la correspondance que Yoshi a appelé Essential Solitude. Donc ce 10 juillet, là par contre, sur la vieille tante, il y en a bien 10 lignes. Mais là encore, on parle de soi-même. Ma vieille tante m'a déjà semi-invalide, âgée de 76 ans, mais
les animating spirit, le plus vif esprit est tombé soudainement dans le coma et plus moyen de la rappeler à la vie. Aussitôt prévenu à Brooklyn, j'ai repris le train. Elle était inconsciente depuis 2 jours, même avec les meilleurs soins et la présence d'une infirmière. La présence d'une infirmière, ça veut dire que les pauvres économies et de Lovecraft et de l'autre tante Annie ont dû fondre et tout ça. Et la fin est arrivée. La transition finale vers l'oubli a été so peaceful and impersonal, a été si paisible et imperceptible que je ne peux pas, pour l'instant, penser qu'elle a eu lieu réellement. Le service funéraire a été accompli mercredi 6 et l'enterrement s'est fait dans le vieux cimetière de Swine Point, celui où il y a déjà le reste de la famille et où lui sera enterré près de son grand-père, son père et sa mère. D'ailleurs, where I shall someday be buried, où moi aussi je serai enterré un jour, mais il ne sait pas que ce sera dans 5 ans. Le pauvre, le sens de la perte, quand on n'est plus que 2 à la subir, ma jeune tante et moi-même, est hors de toute pensée. Je crains que je ne puisse être qu'un correspondant littéraire indifférent pendant les jours à venir. Voilà, vous voyez, c'est ça le mystère de Lovecraft. Mais merci de rester encore, c'est ce que je m'attarde, mais pour moi c'est ces choses-là qui nous permettent de le saisir, de le tenir par les épaules, de lui prendre la tête, de lui redresser la tête, de lui dire « On est avec toi là, Howard, on a besoin de comprendre ce type parce que d'où ça sort l'imagination, d'où ça sort l'invention, c'est là. » Je prends une autre correspondance, vous savez, celle aussi qui est essentielle, c'est la correspondance entre Lovecraft et Robert Howard, l'auteur de Conan le Barbare, tout ça. Et vous savez qu'en 1936, donc quelques mois avant la mort de Lovecraft, Howard va se suicider. Mais ces 2 choses-là, comme ça, ces 2 hommes qui ne se croiseront jamais, dans le Texas et l'autre dans le Rhode Island, c'est évidemment toute cette période de la Grande Dépression, de la montée de l'hitlérisme en Europe. C'est un monument à traduire, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on s'y mettra sérieusement. J'ouvre en 1932, le 13 juillet, vous voyez là, la dernière, 21 juin. Par contre, regardez la lettre du 13 juillet 1932. Ça, ça finit. Non, ça, et ça. Waouh! Lovecraft, 4 jours après, a passé a écrit combien d'heures cette lettre à Robert Howard. De la même façon que pour Barlow et Dallas, ce qu'il dit de lui-même, du décès de la vieille tante, n'occupe qu'une partie infime de la lettre. Par exemple, il va raconter aussi une anecdote qui lui est arrivée justement dans ce retour en train forcé très vite entre Brooklyn et Providence, que dans le train, une escarbille lui est entrée dans l'œil et que l'œil s'est infecté. Bon, évidemment, tout ça doit se mélanger un petit peu et il lui a fallu aller à l'oculiste et que par chance, il a trouvé un oculiste qui, alors qu'il croyait avoir à payer très cher, a pu lui extraire comme ça le petit truc qui s'était mis dans l'œil. Par contre, il lui parle aussi des aspects financiers, parce que l'hôpital, parce que le médecin, parce que l'enterrement, tout ça se paye, et que c'est la période où il est le plus à sec. Oui, par exemple, pour son truc à l'œil, normalement, ça se soigne avec de la cocaïne, et comme ils ont pu extraire la petite truc, il n'y a pas eu besoin de cocaïne. Voilà ce qu'il lui raconte, comme si on était dans une espèce de compensation, comme ça, de la mort dont on ne peut pas parler. Et puis après, il parle aussi quelque chose qui est très émouvant. Il dit comment il a vidé la chambre de la morte. Comment dans la chambre de sa tante restait tout un fatras, bric-à-brac qui restait de la période faste de la famille, beaucoup plus de choses que lui a accumulées. Il parle des vieux vases, des chandeliers, de boîtes en lac, des tableaux, des livres, évidemment. Et il a cette phrase qui est très étrange aussi. Certaines personnes disent qu'on vit mieux à ne posséder rien.
Mais je ne ressemble pas assez à Thoreau pour partager ce point de vue. Vous savez, Thoreau, T-H-O-R-E-A-U, en français c'est compliqué à prononcer, nous on dit Thoreau, non, Thoreau, Thoreau, il n'y a pas le O-W, qui a écrit Walden, vous savez, cette vie dans les bois, quelques kilomètres de la ville, mais qui a écrit aussi un grand voyage à Cape Cod. Et puis, mais c'est bizarrement, alors qu'on aimerait tellement que Thoreau et Lovecraft soient plus près, que Lovecraft s'inscrive dans une postérité avec cet immense auteur du même type qu'il a avec Nathaniel Hawthorne. Je crois que c'est la seule occurrence où Lovecraft parle de Thoreau. Certaines personnes disent qu'on vit mieux à ne posséder rien, mais je ne ressemble pas assez à Thoreau pour partager ce point de vue, partir de son lien aux objets. Il dit que maintenant, c'est lui aussi qui est le dépositaire des archives familiales, et que ce qu'il a hérité, c'est tous les testaments, les certificats militaires, les registres, les miniatures. Et quand il parle de miniatures, donc c'est tous ces petits portraits, vous savez, qu'on mettait en médaillon avec des mèches de cheveux. Or, de la tante Liliane, aujourd'hui, on n'a même pas une photo. Donc toutes ces choses matérielles que Lovecraft prend comme ça dans la chambre de la morte et déménage dans son petit Galta à lui avant de partir un peu plus tard pour College Street, puisqu'il n'a plus de raison de rester Barnes Street. Il dit aussi qu'il y a des daguerréotypes qu'il va ranger et classer. Toute cette mémoire visuelle qui nous serait si importante après la mort de Lovecraft, c'est la tante Annie qui en hérite, et après le décès de la tante Annie, tout ça est balayé, fini. Il dit « worn almost to exhaustion », fatigué au point que ce n'est pas possible. Juste finir sur ce tout petit truc, c'est à Howard aussi qu'il raconte comment dans... Vous savez, cette tante Liliane, dans ses lettres, il signe toujours Grandpa Theobald. Il dit ma nièce, ma fille, et lui se prétend comme ça l'aîné vénérable. C'est un jeu entre eux. Mais c'est Howard qui dit comment tous les soirs, le soir il ne mange pas, ni l'un ni l'autre, mais la vieille dame vient vers 19h et tous les deux restent dans cette même pièce. Ça économise le chauffage, ça économise la lumière, et puis pour la vieille dame c'est une présence. Ils lisent, tous les deux lisent des livres. Elle lui lit aussi le journal à voix haute. Et puis, vers 22h, elle repart se coucher. Et là, la vie de Lovecraft, la vie nocturne, le travail commence. Comptez un petit peu. De 1926 à 1932, ça fait quasiment 6 ans. Enlevez les voyages de Lovecraft. Enlevez la façon dont tous les printemps, toutes les vacances de Noël, il s'en va. Même garder comme ça 5 ans, et 5 fois 3600, 365, ça ferait environ 1800 soirs. 1800 soirs où il y a ce face-à-face du neveu et de la vieille dame, jusqu'à ce que la vieille dame s'en aille. Là encore, c'est ces mystères, tout ce que cette cosmologie qui va traverser l'œuvre, tous ces récits, là c'est la période où il a ses plus grandes écritures, et puis ces soirs au face-à-face, avec juste une petite ampoule électrique. Voilà, mort de tante Liliane, début juillet 1932. Vous croyez qu'il y a longtemps ? Ça fait pas si longtemps que ça, 1932.